Est-ce que maintenant Jean Dionis peut prendre la parole? Oui, merci Monsieur le Président, et merci d'avoir accepté cette inversion. Monsieur le Président, chers collègues, vous avez entendu Geneviève Darrieussecq, notre présidente de groupe. Elle a présenté la position de notre groupe. Celle-ci est claire. Depuis sa naissance, notre groupe reconnaît la pertinence de ce projet. Et on a été plutôt bon élève sur ce projet. Et donc, en cohérence, notre groupe, vous l'avez entendu, votera votre délibération. Comme membre de ce groupe, je voterai votre délibération. Et pour en rajouter une couche, comme président d'agglomération d'Agen, je proposerai à mes collègues, vendredi 16 décembre, d'approuver la délibération correspondante pour Agen. Mais notre Assemblée n'est pas là que pour représenter les familles politiques. Dans le rapport de force apparu suite aux dernières élections régionales, notre Assemblée, elle est là pour entendre, écouter, dialoguer avec les territoires qui la composent. Merci donc aussi d'ouvrir ce débat avec les territoires directement concernés. Et je porterai notamment celle d'un territoire que je connais bien, celle d'Agen. Monsieur le Président, il faut prendre en compte les territoires, les conseils départementaux, les conseils d'agglomération. Ils ont leurs projets, leur planification. Ce projet de LGV, il était enterré, donc ils ne l'avaient pas dans leur viseur. Et donc, il était normal que ça bouscule et que ça ne soit pas évident pour eux de reconstruire des planifications financières. La région, dans cette affaire, ne doit pas les mépriser. Et je trouve un peu maladroit un certain nombre d'articles de presse où je vous ai entendu parler d'attitudes égoïstes, etc. Ils font ce qu'ils peuvent, ces territoires, avec des collectivités locales qui sont plus contraintes que la région. Plus contraintes, notamment les agglomérations, qui sont des agglomérations de services, que la région, qui est une agglomération une collectivité de compétences. Je vais commencer après par une remarque préalable. Je reprends un petit peu ce qu'a dit notre collègue des Républicains. Le chantier GPSO, il se terminera dans les années 2035, si tout se passe bien. Et il a commencé, notre Assemblée en est saisie depuis le débat public sur la ligne Bordeaux-Toulouse en 2005. Et j'ai en mémoire des débats dans ces années 2005 où vous vouliez nous faire voter, notamment, l'absolue priorité à donner à Bordeaux-Dax, sur Bordeaux-Toulouse, ce que bien sûr, nous, Lot-et-Garonnais, nous n'avions jamais accepté. Mais la géographie, l'économie sont têtues et la première phase de GPSO sera Bordeaux-Toulouse. Et donc, aujourd'hui, n'imaginons surtout pas que la délibération d'aujourd'hui clôturera ce débat, qui est déjà vieux de 16 ans chez nous et qui durera au minimum encore 15 ans, 20 ans. Ce projet, il aura sa dynamique, il aura ses accidents, ses événements, il aura ses corrections de trajectoire. Et je le dis notamment aux collègues qui sont nouveaux ici, nous aurons encore à délibérer, je ne sais pas moi, des dizaines de fois sur ce projet. Alors la séance d'aujourd'hui, oui, elle est une étape importante. Il y a eu un Premier ministre qui a eu le mérite de s'exposer et de désembourber ce dossier. Mais ce n'est qu'une étape. Et d'ailleurs, depuis notre séance d'information du 11 octobre, Monsieur le Président, vous avez bougé. Vous avez cheminé, et ça a été dit par votre vice-président Renaud Lagrave. Lors de cette séance du 11 octobre, avec d'autres, j'avais souligné que la part du financement régional, alors proposée hors fiscalité, qui était de 583,7 millions d'euros, était notoirement insuffisante. Notoirement insuffisante quand on faisait un peu de comparaison, de benchmarking avec l'effort du Conseil régional d'Occitanie. Bon, bref, notre remarque a dû avoir une certaine pertinence puisque vous nous proposez aujourd'hui d'y consacrer non plus 583 millions, mais 710,3 millions d'euros, soit une augmentation de à peu près 20%. Cette correction de trajectoire, elle était indispensable pour retrouver un équilibre entre la région, c'est-à-dire tous les habitants de la région qui participent à ce projet, et la participation légitime, à condition qu'elle soit équilibrée, mesurée, des territoires traversés. Vous avez donc corrigé votre participation. Nous vous en rendons acte sur ce point. Et très clairement, cela facilitera certains votes, je pense, dans certaines collectivités locales.
Il reste que votre proposition, que vous nous avez transmise, et Renaud Lagrave nous en a parlé, en prenant des ratios comme à la fois les évolutions de DMTO ou l'évolution de la CAF, et franchement, on a regardé ça de très près. Sont des ratios qui sont pertinents, mais le logiciel reste opaque, même pour des gens qui l'ont regardé de très près. Et donc, merci d'y mettre de la clarté. Nous voulons tout le calcul là-dessus, et nous ne l'avons pas. Donc, merci de nous le donner. Votre proposition, elle a le mérite d'exister. Si j'avais un petit peu d'élégance, j'essaye. Elle amène une ristourne non négligeable pour Agen. Ce n'est pas le cas des Landais, et ça reste un petit peu mystérieux, cette affaire-là. Et Agen, pour la ristourne, en tout cas, vous en remercie. La délibération d'aujourd'hui, est-ce qu'elle répond à toutes les questions importantes restées sans réponse le 11 octobre? Non. Et je voudrais en pointer quelques-unes. La plus importante, elle porte sur la dynamique du projet. Quelle sera l'attitude du Conseil régional vis-à-vis des collectivités qui n'ont pas payé leur part Tours-Bordeaux? Il faut un langage clair. Si vous effacez la facture, Monsieur le Président, dites-le. Dites-le avec l'État, mais dites-le. Que ça n'empoisonne pas, encore une fois, les années à venir. Je pense à l'ancienne région Poitou-Charentes, où là, vous êtes en situation pour dire « je prends cette facture-là hein ». Mais que devient la facture du Conseil départemental des Landes? Que se passera-t-il? Cette fois, je passe du passé au futur. Mais que se passera-t-il si certains partenaires financiers prévus dans le plan que vous soumettez à notre vote ne payent pas? C'est probable pour le Conseil départemental 47, c'est pas non plus inenvisageable pour la communauté d'agglomération du Pays Basque. Cette question, elle est centrale, elle est difficile, je le reconnais, mais elle est centrale. Vous ne pouvez pas contraindre des collectivités qui s'administrent librement de payer, mais vous devez, avec le maître d'ouvrage qui est l'État, faire un plan de financement prudent et sincère. Merci de nous dire ce qui se passera si ces deux payeurs, qui sont aujourd'hui des payeurs incertains, ne payent pas ce qu'il y a aujourd'hui dans la délib, c'est-à-dire 52,2 millions d'euros pour le CD 47, et c'est-à-dire 45 millions pour la communauté d'agglomération du Pays Basque. Et si la réponse était que, et j'allais dire par malheur, l'État ou le Conseil régional prendrait en charge ces défauts de paiement, alors un précédent redoutable serait créé. Un précédent redoutable serait créé. Bref, cette délibération, pour importante qu'elle soit, elle doit continuer à être travaillée pour être plus équitable, plus juste. Et moi, je vois au moins à mettre en travail et en débat dans cette Assemblée au moins deux directions. Une, Président, que vous avez pointée dans votre délibération, c'est la participation de SNCF Réseau via le solde net entre, d'un côté, les péages que recevra SNCF Réseau et d'autre part, les charges en exploitation, en maintenance de ces deux lignes. Vous le citez dans votre délibération, mais cela reste flou. Et donc, il faut négocier, il faut engager des négociations précises avec SNCF. Le président, donc Farandou, a dit qu'il y était prêt. Bon, c'est maintenant, et il faut qu'on sache un peu mieux combien il va mettre. Vous parlez de 1 à 2 milliards, c'est pas rien dans l'équation. Enfin, il faut ouvrir le débat sur le périmètre fiscal des deux impôts prévus pour financer 30% de la part des collectivités locales, à savoir d'une part la taxe spéciale d'équipement, d'autre part la taxe spéciale bureau. Vous nous proposez de limiter le périmètre fiscal aux communes situées à moins de 60 minutes d'une gare TGV. C'est à notre avis une cote très mal taillée. Pourquoi, encore une fois, pour les territoires traversés, cette double peine d'une participation financière spécifique? Vous répondez, elles ont des recettes, pourquoi pas? Mais en plus de ça, une imposition spécifique. Est-ce qu'on a fait le cumul, la consolidation des deux? Bref, à notre avis, il faut clairement rééquilibrer le mix de financement que vous nous proposez entre, d'une part, l'État, les impôts, les collectivités locales, en envisageant une extension du périmètre fiscal. Enfin, dernière faiblesse de la délibération proposée, le calendrier du projet. Alors, j'entends bien que c'est compliqué,
Mais nous, on a reçu un calendrier à Agen nous disant que Bordeaux-Toulouse sera en service au plus tôt en 2032. 2032. Et dans la délibération, dans la vôtre, vous nous dites que Bordeaux-Dax se fera entre 2030 et 2034. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et il faudra, quelque part, exiger un calendrier qui soit un calendrier, à notre avis, crédible. Alors oui, pour cette délibération, ça a été dit, oui pour prendre le train, oui pour garder l'élan, mais sans illusion sur le travail qui reste à faire. Et en ayant vraiment les yeux ouverts sur ce travail, Monsieur le Président.